Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre et l'émergence de la pensée magique, épisode 3. Dans les deux premiers épisodes, Alexandre nous a raconté le processus de la diète Shipibo, les restrictions à respecter, les plantes à pratiquer, les rêves qui s'entremêlent avec la réalité concrète. Mais ce qu'il n'a pas encore abordé, c'est son dialogue intérieur, le dialogue du doute, la voix de la raison qui examine ce qu'il se passe et qui cherche une explication. Comment la pensée magique a-t-elle convaincu sa pensée rationnelle de sa véracité ? Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Comme je disais, j'étais dans une curiosité, dans une ouverture. J'avais envie de voir, en fait, mais j'avais des doutes à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est ? Ce monde des plantes, ces esprits, est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un contact avec le monde des esprits ? À l'époque, je n'avais pas ça qui était ouvert. J'avais eu des expériences, notamment avec les champignons, très puissantes. Avant ma diète, c'était en 2007 ou 2008. Je vais faire une petite parenthèse sur cet épisode où, avant de partir en diète et de savoir que j'allais m'impliquer là-dedans, ma sœur voulait prendre l'ayahuasca avec un groupe en Belgique, et le Peganum notamment aussi. Et moi, je connaissais les psychédéliques, les champignons assez bien. J'avais 3-4 ans de moins qu'elle. Je l'ai invitée à faire une cérémonie champignon avec moi avant, pour qu'elle connecte avec le psychédélique, en lui disant c'est très très fort ce que tu vas faire. Moi je n'ai pas encore l'expérience, mais bon, c'est à apprendre. Voilà, faisons un truc où tu peux un peu découvrir. Et en fait, cette expérience a été extrêmement puissante avec les champignons et ma sœur et moi. Et là, j'ai eu une connexion, enfin tout s'est déroulé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ma première connexion télépathique avec d'autres consciences, et c'était des consciences extraterrestres. Alors ça a été pour moi la bouche qui s'est tombée, enfin vraiment ma mâchoire qui est tombée, quoi. J'ai pu communiquer pendant toute cette cérémonie, entre guillemets, avec des consciences autres, plusieurs, qui m'ont dit des choses, et j'ai posé des questions et j'ai eu des réponses, et ils m'ont montré à travers les visions, et pour finalement me dire, en gros, dans le cheminement, alors on n'est pas si différents que vous, on cherche aussi le mystère de Dieu, en fait, le mystère de la source. Et là, on a eu l'un et l'autre une expérience mystique, ma sœur et moi, comme s'ils nous avaient amenés vers cette connexion vers le divin. Ça, j'avais déjà eu des expériences un peu comme ça dans mes propres expériences psychédéliques, mais ça a été un grand chamboulement dans ma vision des choses, et qui m'a d'autant plus poussé à vouloir aller expérimenter ça en Amazonie, avec des gens et une culture et une tradition plus ancrée. Maintenant, je suis arrivé là-bas, évidemment, formaté comme un occidental quand même, alors qu'une grande ouverture d'esprit, un grand intérêt, mais bon, j'étudiais l'anthropologie, le doute était en moi, et il y avait une forme de rationalisation présente, de processus de désir de rationalisation des choses qui était présente en moi. Et je me rappelle des premières cérémonies d'ayahuasca au Brésil avec Luis Eduardo Luna, où en fait je prenais la plante, j'attendais même pas une heure, j'allais m'isoler dans un hamac dans le jardin, et ils allaient toujours venir me voir, est-ce que ça va, t'es sûr que tu veux pas rentrer dans la pièce? En fait, j'étais bien là dans la nature, et je faisais mon processus intérieur avec la plante. Première cérémonie, elle m'a invité à reconnecter mon cerveau droit, reconnecter avec le féminin. Elle m'a dit, c'est le féminin, tu dois réouvrir ta part féminine, ça passe par là, c'est la première chose. Donc voilà, ça j'en ai même parlé à mon père par mail, il m'avait dit oui, moi j'ai déjà fait ce travail-là, enfin bon, soit. Et ensuite, ça a été connexion avec mes grands-parents défunts, avec l'ayahuasca. Donc mon grand-père maternel, pardon, c'est toute une histoire, c'est aussi des anecdotes intéressantes. Je ne savais pas que c'était mon grand-père biologique. Pour moi, ça a toujours été une figure comme étant le beau-père de ma mère, que j'ai jamais connu, mais qu'elle voyait, enfin, qui était très important dans sa vie. Il est venu me voir dans une cérémonie et me dire, ok, c'est bien le chemin que tu empruntes, mais fais attention, les esprits des plantes, les esprits de la nature, c'est pas pareil que les esprits des humains. Donc prends tes gardes, en gros. Voilà, c'est une sorte d'injonction de faire les choses, oui c'est juste, mais que je devais avoir un recul quand même sur tout ça. Et puis ensuite j'ai connecté avec mes grands-parents paternels que j'ai jamais connus non plus, tous les deux, et j'ai communiqué un peu avec eux, ils m'ont parlé un peu de mon père, et j'ai posé, en fait, à un moment donné,
j'étais dans cette réflexivité, genre, mais est-ce que je suis en train de me parler à moi-même? Est-ce que je suis en train d'imaginer des communications avec des défunts ou des extraterrestres qui n'ont pas lieu et je suis juste en train de parler avec moi-même? Donc, je leur ai demandé, donnez-moi une information que je puisse vérifier dans le réel. Et ils m'ont dit, enfin, j'ai eu l'information, en fait, ton père, jusqu'à assez tard, 10, 11, 12 ans, faisait pipi au lit. Je fais, ah, ok, d'accord. Bon, c'est une information très concrète. Et j'ai, quelques jours après, demandé à mon père et à ma mère, en fait, par mail, je m'en rappelle, et ils m'ont dit oui, c'est vrai, effectivement. Et mais tout de suite, parce qu'ils sont des rationalistes, mais oui, on a dû te le dire, on a dû en parler, je sais pas quoi. Je fais, mais non, absolument pas, quoi. Jamais j'ai eu cette information qui m'est parvenue, et c'était tout nouveau pour moi. J'ai fait fi de ce que eux pensaient, et ça a confirmé mon ressenti que j'étais pas dans le faux, en fait. Et des choses comme ça, il y en a eu pas mal. Des messages transmis par les esprits de défunts ou les esprits même extraterrestres d'autres dimensions pouvaient être vérifiés physiquement dans le monde réel. Donc ça, c'était au tout début. Je cherchais à cartographier en fait cet monde intérieur, ce monde psychique, ce monde intradimensionnel que peut ouvrir les plantes. Et évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il peut y avoir beaucoup de peur, il peut y avoir notre propre inconscient, beaucoup d'autres entités aussi qui ont beaucoup d'emprise sur les êtres humains de nos jours, dans notre société, qui peuvent interagir, et ça peut amener des gens à devenir fous, littéralement. Donc ça demande d'être bien encadré, ça demande d'avoir des gens qui guident, et je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça, clairement. Et moi, j'ai un peu cet esprit aventurier psychonaute de base, et je pense que j'ai dû cartographier moi-même, parce qu'au final, on doit tous le faire soi-même, avec notre propre prisme, avec notre propre réalité, qu'est-ce qui fait sens pour nous, en gardant un peu ce garde-fou de, voilà, il y a un doute en tout cas, et ça m'a permis de développer des outils où je sais que quand je communique avec certains esprits, l'information, quand elle est juste, quand elle est réelle, je sais qu'elle arrive de manière fulgurante. On n'a même pas le temps de poser la question vocalement en soi-même, quand la réponse est déjà là en fait. On connecte avec un champ d'information, et il est là, et c'est une évidence. Et ça résonne dans le cœur, évidemment. Alors que quand on peut se perdre dans des tergiversations mentales, où on cherche une réponse à quelque chose, on pose une question, et on va chercher, on va obtenir des réponses, mais là, elles sont un peu plus douteuses, je pense. Donc, voilà, c'est des principes à incorporer en soi dans le cheminement d'apprentissage, de comment on se positionne face à ces messages de l'invisible et à ces interactions avec les esprits. Et ça a commencé d'entrée de jeu. Les premières cérémonies d'ayahuasca, j'ai été en connexion avec mes grands-parents défunts, avec un autre extraterrestre, des constellations d'Andromède, qui m'a fait toute aussi une initiation, un enseignement sur l'histoire de notre galaxie, de la planète Terre, de l'exopolitique, j'aime appeler ça, la politique galactique, de comment eux vivaient leur forme de vie communiste en fait, mais le vrai communisme, genre pas comme on l'a vécu ici. Ils me montraient leur société. Enfin, voilà, j'ai eu des connexions comme ça, des choses très enrichissantes, très intéressantes, qui, voilà, je peux pas en faire grand chose dans ce monde-ci, mais c'est des portes qui sont ouvertes, c'est des informations qui viennent enrichir notre regard sur notre monde aussi, et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. Et j'ai pu aussi me rendre compte que c'est pas des choses qui sont accessibles à tous, c'est que finalement j'ai là-dessus une porte ouverte, un don, je sais pas comment on peut appeler ça, mais que j'ai en tout cas de la gratitude pour ça. Ça vient évidemment avec d'autres aspects qui sont une extrême sensibilité à la vie, aux gens, aux émotions, à la psyché des gens, à plein de choses. Donc il y a des aspects qui sont plus lourds et d'autres qui sont plus légers. Mais ça a été une construction, et rétrospectivement, je me dis que finalement mon bagage aussi académique n'était pas de trop, et cette forme de doute, de rationalité n'est pas non plus à sa place. C'est juste, le doute est bon, mais il faut à certains moments cruciaux d'une vie, d'un cheminement dans une vie, dans une implication, là par exemple pour les médecines, la diète, il y a besoin de faire des choix qui soient absolus. On ne peut pas rester tout le temps dans le doute. Donc à un moment donné, effectivement, quand des choses très importantes nous sont montrées, on les expérimente dans ces espaces, avec nos tripes, avec nos émotions, ça résonne très fort. On doit pouvoir mettre le doute de côté et cheminer sur cette voie, sinon on n'avance pas. Quitte à quelques années plus tard remettre en cause cette vision, c'est possible aussi de remettre en cause une perspective, de l'enrichir, de la rafistoler en quelque sorte,
à l'aune de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences de vie. Et c'est comme ça qu'on vit, hein. C'est comme ça que j'ai envie de voir la vie. C'est fait d'expériences, d'erreurs qui nous enseignent beaucoup de choses. Et petit à petit, on a cette cartographie de notre monde intérieur, de notre monde extérieur. La plupart des gens ont cette cartographie pour eux-mêmes et pour le monde de la société, mais alors là, c'est une autre cartographie aussi pour un monde plus élargi, de monde spirituel, de monde cosmique. Enfin, bon, c'est tout le cosmos, tout l'univers qui se retrouve là. Et je pense que c'est cette soif-là qui m'habitait au début de tout ça. C'est une soif de retrouvailles, en fait, de retrouvailles avec des choses qu'on connaît, des choses qu'on a vécues. Alors, ça passe aussi par des vies passées, les plantes m'ont montré, et en diète aussi, j'ai eu des esprits de plantes qui sont venus dans mes rêves, me demander qu'est-ce que je voulais voir, et j'ai demandé de voir des vies passées, de voir le monde des morts, et on m'a emmené dans ces espaces-là, on m'a fait découvrir des choses. Donc, tout est possible, en fait. C'est de découvrir qu'à travers le monde de la conscience. Et à l'époque, je n'avais pas ce cheminement, ce recul sur la spiritualité et surtout la pratique de cette spiritualité dans ma vie, que la conscience est la source de toute chose. Et que ces grands chamans et ces chamans qui guérissent, tout est à travers la conscience. La conscience peut guider l'énergie. Et voilà, enfin, c'est tout un cheminement de déconstruction et d'ouverture à ces réalités-là, quoi, qui constituent cette initiation. Et bon, en Amazonie, c'est la diète, mais il y a d'autres pratiques chamaniques ou d'autres pratiques ancestrales qui ont d'autres formes d'initiation, mais qui amènent aux mêmes endroits, je pense. Il y a une cérémonie très forte où j'étais à la communauté avec la famille. Ils avaient reçu des visiteurs, je crois que c'était des Suédois. On avait fait une cérémonie et là, je sortais de ma cabane dans la forêt pour cette cérémonie, puis j'y retournais après et j'ai eu une connexion très très forte avec les chants Shipibo. Et ça, c'est vraiment l'outil de base de la médecine des chamans Shipibo. Ça va être le chant, les vibrations sonores et les mélodies qui sont transmises par les plantes. C'est à travers le chant, l'intention qui est canalisée dans la vibration sonore va diriger l'énergie des plantes, diriger l'énergie du guérisseur, repositionner et rééquilibrer les énergies chez le patient à travers cette vibration sonore. Et donc il y a des très beaux chants, des chants ancestraux, mais il y a aussi des chants très particuliers à chaque chaman qu'ils ont appris des plantes. Et il y a une cérémonie où ça s'est ouvert. Alors les chants ont été canalisés, j'ai commencé à chanter en Shipibo alors que je parlais pas très bien Shipibo. Et ils étaient tous un peu comme ça, bouche bée. Même moi, vis-à-vis de moi-même, j'étais un peu surpris. Et puis à partir de là, ça a continué. Donc j'ai commencé à chanter en Shipibo et même aujourd'hui, je chante avec beaucoup de facilité en Shipibo. Et je parle un petit peu, mais je parle moins bien que je chante. Et dans le monde des chants et des esprits, il y a un jeu aussi de syntaxe et poétique. C'est assez libre. On peut changer les mots, la position des mots, de manière plus libre que si on parlait au quotidien avec les gens. Donc voilà, ça a été plus facile pour moi aussi de m'adapter à ça. Mais voilà, ça a été une surprise aussi du monde des esprits, un cadeau. Ils m'ont connecté avec les ancêtres Shipibo et j'ai eu des rêves aussi très forts où je me retrouvais dans la jungle avec des ancêtres du temps passé à cuisiner. On les appelle aussi les Chaikunibos, le peuple de la forêt, les invisibles. C'est comme des ancêtres, mais qui ont choisi de vivre sur un autre plan dimensionnel, qui continuent à vivre dans la jungle, mais sont invisibles à tout le monde, enfin, sauf aux yeux initiés des chamans, et qui vivent dans d'autres dimensions, mais sur ce plan terrestre. Et donc j'ai connecté avec eux, et ils m'ont enseigné comment cuisiner la médecine, ils m'ont enseigné des chants. Enfin voilà, il y a eu tout plein de choses comme ça. J'ai été rencontrer la source, c'était un très beau rêve, de l'ayahuasca, entre guillemets, dans un lieu un peu paradisiaque, idyllique dans la jungle, une sorte de jungle un peu haute, avec des cascades, et il y avait une source, une sorte de petit étang, avec une cascade qui tombait, et l'esprit de l'ayahuasca m'accompagnait, mais pas corporellement, elle me parlait, elle me disait, voilà, regarde, c'est comme si cet étang ou cette petite mare, c'était de l'ayahuasca cuisinée, mais elle me dit, tous les esprits de toute la forêt, l'énergie de la terre, des rochers, des plantes, l'eau, le soleil, la lumière, comment elle pénètre. Elle me montrait comment tout ça est imbriqué et interconnecté et comment ça générait en fait cette médecine. C'est pas juste l'ayahuasca et la chacruna que tu mélanges avec telle dose, comme on peut le voir dans la manière occidentale, un remède pharmaceutique.
Et c'est marrant parce que je suis souvent confronté à ça, même avec des gens que j'initie, que j'accompagne, à qui j'enseigne, qui veulent cuisiner, et ils me demandent beaucoup de choses sur comment cuisiner, de cette mindset, de cet état d'esprit où on veut pas faire d'erreur, donc on est dans un truc très rationnel, on veut peser tant de cette plante, mais c'est pas comme ça que fonctionne la nature, c'est pas comme ça que fonctionne, en tout cas non plus l'ayahuasca. Elle m'a connecté à la magie, en fait, quelque chose de très pur, comme une source spirituelle magique de ce que c'est vraiment l'ayahuasca. Et ça a été très subliminal, très furtif aussi. J'étais là, je me suis imbibé de cette énergie, puis je me suis réveillé. Mais encore aujourd'hui, je reparcours ce chemin dans mon esprit, dans mon cœur, quand je suis en communion avec la plante ou quand je vais la cuisiner. Donc je sais que c'est des choses qui m'ont été données, montrées, qui sont très précieuses. Je suis pas parti dans l'idée que j'allais devenir guérisseur ou chaman ou quoi que ce soit. Ça s'est vraiment déroulé au fur et à mesure sous mes pieds et c'est devenu une évidence quand j'étais là-bas. Et à la fin de ma diète, mon maestro m'a amené, comme c'est fait souvent, des patients, des enfants qui avaient des chocs émotionnels ou des maladies ou des choses comme ça pour voir si je pouvais les aider. Donc une sorte de mise à l'épreuve avec ces enfants que j'ai soignés, j'ai fait ce que j'ai pu et ça a bien marché. Donc il m'a dit avant de partir, donc à la fin de cette année, que j'étais prêt à donner la médecine, que j'étais prêt à soigner. Je suis reparti en Europe, je devais terminer donc encore 1 an d'études. Je suis parti m'occuper de ma grand-mère. C'est une des premières choses que j'ai faites en rentrant. Je sentais qu'elle allait sur un âge plus avancé, qu'il lui restait plus beaucoup d'années. Elle était fort seule dans sa maison de campagne. Je suis allé la voir quelques semaines. Et quand j'étais là-bas, j'ai pris l'ayahuasca 1 fois ou 2, notamment avec elle. Mais elle n'a pas bu, mais j'ai juste chanté pour elle, transmis des énergies pour elle. Et en fait, dans mon lit, après, en méditation, j'ai eu à nouveau la visite de ce grand-père que j'avais eu dans la première cérémonie quasi, au Brésil. Donc ce beau grand-père, le beau-père de ma mère. Et en fait, il est apparu et son visage s'est transformé dans le visage de ma mère. Et c'était... il n'y avait même pas de question à se poser. Voilà. C'était évident que c'était le père de ma mère, biologique. Ma mère m'a toujours raconté que c'était pas le père biologique, c'était le beau-père, etc. Et mon grand-père, celui qui m'a élevé comme mon grand-père, je pensais que c'était mon grand-père biologique, mais c'était pas mon grand-père biologique. Et donc, j'ai été, à travers la plante et à travers tout ça, découvrir un secret de famille. Et le lendemain, j'appelle ma mère et je lui en parle. Et je dis, bon, t'as pas quelque chose à me dire là-dessus? J'ai vu ça. Et là, silence. Et elle l'avoue finalement que c'est le cas, qu'elle-même a été mise au courant quand elle avait 15-16 ans par sa mère qui lui a dit de manière pas très gentille que c'était resté un secret de famille tabou, etc., mais qu'elle savait même pas pourquoi c'était resté un secret de famille. Et de manière intéressante, dans cette même conversation, elle m'annonce qu'elle a été diagnostiquée avec un cancer au côlon. Et donc, après 2 semaines chez ma grand-mère, je reviens en Belgique et je commence à lui donner la plante, l'ayahuasca à dose homéopathique à ma mère, et on fait des cérémonies ensemble pour lui transmettre ma médecine. Enfin, je savais pas qu'est-ce que je faisais à cette époque-là. Je commençais à peine, ça a été ma première véritable patiente en fait. Et c'est bon. Aujourd'hui, je sais bien que c'est pas du tout idéal de vouloir soigner les gens de sa famille ou ses proches, mais il y avait que ça en fait. C'était un peu une urgence, on va dire. Elle m'annonce ça, donc on fait quelques cérémonies, je fais ce que je peux pour l'aider, je lui donne un peu de la médecine, et après lui avoir donné la médecine, elle commence à avoir une douleur très forte dans les reins, et ça l'inquiète un peu, donc elle va faire une radio des reins spécifique, et là apparaît une grosse tumeur sur un des reins. Donc la médecine a réveillé ça, elle n'avait pas la douleur à la base, elle a choisi de faire une opération pour ses intestins, pour son côlon, ils lui ont enlevé la tumeur, et aussi ils lui ont enlevé un rein. Mais elle n'a pas fait de chimio, rien du tout. Je l'ai convaincue. Enfin, j'ai pas eu besoin vraiment de la convaincre, en fait. On est parti en Amazonie ensemble. Alors, je suis rentré en août. On est reparti au mois d'avril, je crois. Avec ma sœur, ma mère. On est resté 1 mois et demi. Elle a diété pendant 1 mois et demi, ma mère, avec mon maestro. Elle a pris des plantes, des arbres. Et elle est revenue. Elle avait perdu 10 ans. Elle était en très bonne forme, bonne santé. Elle n'a pas eu de rechute, de cancer, rien du tout.
Donc ça a été le premier d'entrée de jeu, un peu les deux choses qui me sont arrivées, ce secret de famille, puis ma mère qui est malade. Et assez rapidement, en fait, j'avais des gens autour, des amis d'amis qui étaient intéressés, d'autres qui avaient déjà certaines pratiques avec les médecines en Occident. Ça s'est mis tout seul, j'ai commencé à proposer des cérémonies de groupe, et il y a eu un grand intérêt, ça marchait bien, ça faisait du bien aux gens, et puis ça a débuté comme ça, en fait, en 2010, quoi. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années, quasi plus de 10 ans. Je ferai une petite parenthèse quand même pour dire que j'avais eu mon processus dans la jungle de transformation, mais j'ai très très vite été amené à finalement soigner les autres, et que j'étais très jeune, j'avais 21, 22 en commençant, et j'avais une belle médecine qui faisait du bien aux gens, et j'étais un peu en mode guerrier, quoi. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Ça m'a pas donné l'occasion de faire certains processus personnels pendant tout ce temps-là. Étant dédié vers l'extérieur dans une énergie plus yang, de canaliser la lumière, c'est vraiment ces 5-6 dernières années où j'ai vécu une sorte de burn-out aussi, et plein d'événements et d'épreuves qui se sont présentées dans ma vie. Ça a été les premières épreuves entre guillemets en revenant de la jungle, mais il y en a eu beaucoup d'autres, des bien plus terribles, qui m'ont fort épuisé et qui m'ont amené finalement dans d'autres espaces de guérison intérieure que je n'avais pas touché tout jeune. Et ça, je pense que c'est pas faute d'avoir bien fait ma diète ou quoi, c'est juste différentes choses s'ouvrent quand on est prêt à les voir à différents moments de vie, on est prêt à guérir des différents aspects de soi, et que ça arrive, on peut pas aller les pourchasser, quoi. La guérison opère quand c'est le moment, quand l'univers, la vie a décidé que c'était le moment, il y a un rendez-vous, une expérience, une prise de conscience qui fait qu'on adresse ces choses-là en nous, mais qu'on ne peut pas vraiment courir après. Alors c'était pas faute moi-même d'être vraiment disposé depuis que je rentrais de diète à vouloir travailler sur moi-même. Mais l'espace n'était pas disponible, j'ai été amené à travailler beaucoup sur les autres, d'abord la famille, puis après différents gens, des gens malades, des gens... Enfin ça a été fort axé sur l'extérieur, et j'accepte totalement aujourd'hui la justesse de ça aussi, et le retour en arrière que j'ai dû faire après plus de 10 ans de pratique. Où évidemment certaines parts alors de l'ego peuvent être blessées, dire non, on est face à des murs après dans notre vie, on est obligé de voir qu'est-ce qui crée ce mur, on est obligé de se voir nous-mêmes dans notre miroir, de voir ce qu'on porte, de ce qui vient de notre famille transgénérationnelle, etc., les traumas d'enfance, tout ça est revenu bien des années après. Ceux qui souhaitent ou sentent l'appel à vouloir guérir, à vouloir apprendre la médecine des plantes ou la médecine chamanique en général, et j'en ai eu pas mal, des gens qui se sont rapprochés de moi avec ce désir-là, déjà, après c'est mon prisme, mais quand on a une forte envie de quelque chose, j'invite les gens à faire un pas de recul, genre, qu'est-ce que vous voulez vraiment, c'est quoi ? Parce que je les mets en garde, c'est pas une vie, la vie du chaman, c'est pas une vie facile en fait, c'est une vie vraiment difficile, faite d'épreuves, faite de choses, c'est quelque chose qui, pour moi, récurrent dans toutes les traditions du monde, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices, où on met sa propre famille en danger, où les répercussions sur son monde intérieur, sur sa famille, sur ses proches peuvent être importants. C'est pas des choses à prendre à la légère. C'est pas quelque chose que les gens cherchent à être dans les sociétés traditionnelles. Ça leur tombe dessus souvent à travers une maladie ou autre chose, et ça s'ouvre à eux comme ça, mais c'est pas quelque chose qui est recherché, c'est plutôt quelque chose qui est craint. Et je vois en Occident un fort appel, et avec tout ce fantasme de ce que peut représenter le chaman, mais c'est aussi ce que représente le pouvoir du chaman. Donc moi j'invite toujours les gens à déconstruire pourquoi est-ce que tu vas prendre le chamanisme, c'est quoi, c'est le pouvoir qui intéresse, à les inviter à revenir dans ces espaces-là aussi, et on n'est pas exempt, je veux dire même moi, de ces espaces-là, on est tous soumis à ces choses qui sont très humaines finalement, mais vraiment de sentir cet appel, oui, à un moment donné, je pense que si on est amené à être sur ce chemin, on a beau y résister, on sera amené à ça, quoi qu'il arrive, et ça se manifeste dans notre vie, les appels sont là, et à un moment donné, on peut plus vraiment détourner le visage, et on est obligé de suivre ce chemin, parce que c'est juste
voilà, c'est ce qu'on a choisi à un niveau peut-être plus élevé de notre âme, plus inconscient. Mais voilà, j'essaie de mettre en garde quand même les gens et de déconstruire un peu cet idéalisme, ce fantasme sur ce que ça implique, en fait, les responsabilités que ça implique d'être guérisseur ou chaman. Et je pense que ça prend écho aussi avec ce que je disais juste avant, de où on se situe dans l'apprentissage du chamanisme. Il y a toute une période de vie où on va pratiquer en tant que guérisseur ou chaman, où on a encore plein de choses à régler à l'intérieur et on va en souffrir. Et peut-être qu'à un moment donné, au bout de 20-30 ans, on arrive à vivre ça de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus harmonisée, beaucoup plus unifiée, que notre cercle intime, familial est beaucoup plus protégé parce que nous-mêmes, on a été intégrés ces parts d'ombre en nous-mêmes. Et là, ça se rapproche plus d'un chemin d'éveil spirituel. Et donc, effectivement, véhiculer ces énergies, véhiculer cette médecine, quand on a acquis ce degré-là d'éveil, où on est dans cet espace d'unité, où on est moins touché par toute cette obscurité qu'on est amené à traiter, à dealer, à soigner chez les autres, peut faire en sorte qu'on le vive beaucoup mieux. Mais je pense que pour en arriver là, il y a un chemin initiatique qui peut être très, très abrupt, très douloureux, plein d'épreuves, de maladies, si c'est pour soi, pour les autres, les gens qui nous entourent. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas à prendre à la légère. Mais que s'il y a une vocation qui est là, bah, évidemment, le monde a besoin de gens éveillés, le monde a besoin de gens qui disséminent cette conscience, disséminent cette connexion à la nature, cette reliance à la nature, cette reliance au divin dans la nature et au divin en chacun des êtres humains. Ouais. Et voilà pour le témoignage d'Alexandre. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté de dévoiler son parcours et de nous avoir fait percevoir de l'intérieur l'émergence de la pensée magique. On entend bien dans son récit comment plusieurs rapports au monde peuvent coexister au sein d'une même conscience, d'une même psyché. Parfois, le rationnel domine, parfois, la magie prend le dessus. Je vous rappelle avant de partir que vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir le podcast financièrement. Pour ça, vous trouverez le lien d'une page Tipeee dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, on accueillera une nouvelle témoin. D'ici là, portez-vous bien.